Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être aussi nombreux présents à cette 4e grande conférence instantanée d'architecture. Avant de vous présenter le conférencier, je laisserai la parole à Mme Claudia Rochat de Desjardins Caisse populaire de Québec, qui nous a aidés à tenir cette conférence ce soir par leur généreuse commandite. Alors, Mme Rochat. Bonsoir. Donc, comme mentionné, je me présente, Claudia Rochat. Je suis planificatrice financière. J'ai le plaisir de représenter la Caisse Desjardins de Québec avec deux de mes collègues, Marie-Lou puis Marie-Josée. La Caisse est fière d'avoir un partenariat avec l'École d'architecture de l'Université Laval. Lorsque nous mettons en place des partenariats comme celui-ci, on se pose toujours une question, c'est à savoir comment est-ce que votre mission peut être complémentaire à la nôtre. Puis dans ce cas-ci, le calcul se fait assez rapidement. Juste pour vous donner une idée, au courant de la dernière année, la Caisse a remis plus de 2 millions de dollars en dons, commandites, ristournes et avantages membres. Un des domaines où il y a eu le plus de réinvestissement est l'éducation. Donc, c'est un premier lien entre la Caisse et votre école. Vous êtes des gens de projets, de plans et d'idées. C'est vrai pour votre vie académique. Ce sera sûrement pour votre vie professionnelle. Donc, ça peut l'être également pour vos finances personnelles. Donc, après votre conférence, je vous invite à venir nous voir. On est juste en arrière de vous. On a des programmes, des offres qui sont mis en place spécifiquement pour vous, pour les étudiants en architecture, pour les professionnels en architecture. Donc, ça nous ferait grandement plaisir de vous accompagner dans la mise en place de votre plan financier. Puis, on a également un petit concours qui est quand même assez intéressant. Vous pouvez gagner un Lego, qui est la réplique du musée de Guggenheim. Donc, c'est pas mal ça. Fait que je vais redonner la parole à M. White, puis je vous souhaite une très belle conférence. Merci. Merci beaucoup. Alors, il faut souligner aussi la participation des autres organismes et individus qui nous aident à tenir cette série de conférences. On ne va jamais se fatiguer de remercier le Musée de la Civilisation et Martin Leblanc avec son support indéfectible. La Ville de Québec aussi qui contribue à ce programme de conférences et collectif qui est notre partenaire communication. Et bien sûr, on remercie l'École d'architecture de l'Université Laval. Il ne faut pas les oublier, hein? C'est vrai, ils ne sont jamais nommés. Alors, sur le conférencier, Marc-André Place est membre de l'agence Noeta de New York, où il a agi en tant que designer et directeur de projet. Avant de joindre Noeta en 2013, il avait fondé une dizaine d'années auparavant, avec son collègue Stéphane Rasselet, l'agence d'architecture Nature humaine à Montréal, dont vous avez sûrement entendu parler. Celle-ci s'est rapidement démarquée avec plusieurs récompenses à l'appui pour des solutions à la fois ingénieuses, raffinées, économiques, notamment pour des projets résidentiels, unis et multifamiliaux. J'ai eu la chance, pour accompagner le jury des prix d'excellence de l'architecture, d'entendre des très bons commentaires sur leur travail. Et aussi, Marc-André, qui avait participé à la dernière édition, Ciel d'il y a 2 ans, parce que c'est un prix biannuel, avec un jury, ma foi, fort intéressant. Et on en garde de bons souvenirs. Noeta est un bureau d'architecture internationalement reconnu pour sa forte sensibilité pour l'approche humaniste à ses projets. On voit là un lien évident avec Nature humaine. Ces réalisations incluent notamment la Maison de l'Opéra à Oslo, l'expansion du Musée d'art contemporain de San Francisco. Je ne sais pas si vous restituez le projet qui était à l'origine dessiné par Mario Botta, et le centre étudiant de l'Université Ryerson à Toronto, parmi d'autres. Fondé originalement à Oslo, en Norvège, Noeta est maintenant présente à New York, où travaillent Marc-André Place, à Innsbruck et Adélaïde. Son approche multidisciplinaire combine architecture du paysage, graphisme et design d'intérieur. Alors, Marc-André abordera au cours de cette conférence les plus récents projets de Noeta et ses méthodes de travail. Il abordera également aussi, je pense, en introduction, son parcours de Québec à New York pour camper le sujet. Alors, bonne conférence à tous et à toutes. Merci beaucoup, Marc-André, pour ta participation fort attendue. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Ça fait vraiment plaisir d'être à Québec. Ça fait vraiment plaisir de présenter en français.
Ça fait maintenant, comme Jacques disait, 5 ans que je suis rendu à New York, et puis c'est une ville vraiment excitante, où il y a toutes sortes d'inspirations, la vie est trépidante, il se passe vraiment un paquet de choses, mais tout de même, le Québec me manque toujours, c'est certain, c'est un endroit vraiment génial. Et comme Jacques disait, je vais vous parler du bureau du Snoweta pour lequel je travaille depuis 5 ans, qui est un bureau vraiment, vraiment intéressant. Je vais vous parler au travers de quelques projets de notre méthode de travail qui est assez spéciale et en fait qui s'acclimaterait très bien au Québec. Vous allez voir un peu, on est un bureau un peu bizarre à New York, dans le contexte de New York, parce que le bureau est originaire d'Oslo et qu'on a apporté avec nous une culture un peu plus nordique. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas commun aux États-Unis du tout. Mais il y a des liens peut-être plus naturels avec le Québec, puis c'est ça que je vais vous montrer à travers la présentation et quelques projets. On m'a posé la question, on nous la pose toujours, qu'est-ce que ça veut dire Snøhetta? Alors Snøhetta, ça veut dire chapeau blanc ou cap enneigé, en fait. Et en Norvège, c'est la plus haute montagne de Norvège. Et ce qui est intéressant pour le nom de bureau, c'est que c'est pas le nom des fondateurs de la firme, c'est pas un endroit d'où personne vient en tant que tel. Il y a pas, c'est une montagne, il n'y a personne qui vient de là. Donc, c'était vraiment l'aspiration d'avoir un nom où tout le monde pouvait aller, en fait. C'est un lieu qui est plutôt accueillant et qui appelle au rêve et à l'imaginaire. Une chose intéressante, en fait, ça c'est la location du mont Snøhetta en Norvège. Donc, c'est quand même très, très au nord, au milieu du pays, sur un plateau rocheux. Dans une chaîne de montagnes qui s'appelle le Dovre, et c'est un des endroits aussi très, très importants dans la mythologie norvégienne. C'est là que les dieux habitent. Il y a une faune aussi très, très spéciale. Beaucoup de poètes nationaux ont écrit des poèmes, des chansons, des textes là-dessus. Et le bureau Snøhetta, on se réunit, le bureau de New York et de Oslo, une fois par année, à la fin du mois d'août, on va monter le mont Snøhetta ensemble. Donc, on a à peu près il y a 100 personnes qui travaillent à Oslo, une 60aine à New York. On n'amène pas tout le bureau de New York, mais on est toujours une bonne vingtaine, une trentaine à s'y rendre. Et c'est à 4 heures de train d'Oslo, on s'y rend, on met nos bonnes bottes et puis on se met à monter la montagne. Et en fait, quand on y va, il n'y a pas de neige à cette saison-là, mais ça devient assez ardu dans certaines parties. Et tout ça, enfin, pour arriver à ce projet-ci que vous avez peut-être vu dans les magazines que Snøhetta a fait et qui est à côté du mont Snøhetta, qu'on voit dans le background. Et on passe un après-midi dans le projet d'architecture à faire des conférences sur le design, où on en est, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qu'on va arriver dans la prochaine année. Donc, c'est une façon un petit peu de partager toutes nos inspirations et parler du futur du bureau et qu'est-ce qu'on a appris aussi durant la dernière année. Donc, on voit ici un mélange des gens d'Oslo et de New York. Et en fait, c'est une bonne introduction pour vous parler de ce projet-là qui est vraiment, vraiment intéressant, qui est le Reindeer Pavilion. Donc, c'est plutôt un espèce de pavillon d'interprétation qui est au milieu d'un parc national. Il n'y a pas vraiment de route qui se rend là non plus, donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très éloigné. Et vous pouvez voir un petit peu que le concept de base du projet est d'avoir dans une forme un cadre vraiment très rectilinéaire, une géométrie très, très euclidienne, un espèce de fragment de nature qui, lui, est au contraire très, très, très complexe, très sculpté, qui rappelle beaucoup les montagnes qu'on a en face de nous. Et tout ça, comme vous avez pu voir, est aussi fait en pas une seule pièce de bois, mais c'est vraiment un seul élément en bois. Et ça, c'est pour vous montrer, dans le bureau d'Oslo, on a un robot, en fait, qui permet de faire des maquettes. Et tout le projet a été un peu désigné avec le robot en faisant de multiples maquettes, de multiples essais pour arriver à la forme finale du bois. Mais bien entendu, et je vais revenir à ça dans quelques autres projets, c'est bien beau d'avoir des modèles très, très complexes dans Rhino ou quelconque logiciel, mais il faut le construire, puis ça, c'est toute une autre paire de manches. Et dans ce projet-ci, en fait, ce qui est vraiment incroyable, comme le site est très éloigné, c'est une géométrie très complexe, ils n'avaient aucune idée qui allait pouvoir le construire, mais ils ont réussi à trouver des gens qui construisent des bateaux, en fait. Donc, c'est des gens qui ont un atelier de bateaux, et eux-mêmes avaient leur propre robot, alors ils ont tous taillé les pièces. Et avec eux, on a ajusté le design pour être certain que la machine pouvait le faire, eux pouvaient l'assembler, que tout ça pouvait même être transporté jusque sur le lieu le site, qui est très, très, très éloigné. Donc là, vous pouvez voir ici, il y avait, c'est ça, on est éloigné de tout, il faut tout amener avec nous, construire le pavillon sur place. On voit ici les gens en train d'assembler. Dans toute la partie en bois, il n'y a aucun morceau de métal, c'est tous des morceaux de bois sur bois qui s'assemblent ensemble.
En fait, c'est un peu comme des maisons de Boiron, j'imagine, au Québec. Une certaine similarité. Voilà, vue de l'extérieur. Et comme Jacques disait, en fait, le bureau de Snøhetta, à travers dès le début de sa fondation, en fait, les fondateurs avaient un intérêt dans le paysage, dans les intérieurs, même dans le concevoir, le brand design. Et vraiment, on a les 4 branches avec nous maintenant. On fait les 4 sortes de design. Et souvent, dans les projets, en fait, même nous-mêmes, on ne sait pas où s'arrête l'architecture, où débute le paysage, où débute l'intérieur. On travaille tous ensemble, on partage tous les idées à mesure que le projet évolue, puis on apprend vraiment beaucoup de chacune des disciplines. Et puis, c'est peut-être une des choses qui caractérise notre travail le plus, c'est l'espèce de fluidité entre tous ces savoirs-là. Tous nos projets, en fait, on essaie d'avoir vraiment une espèce de communication entre toutes les sphères, entre toutes les disciplines pour avoir des projets très riches. Et ça, c'est notre bureau à New York, qui est sur votre gauche, et le bureau à Oslo sur la droite. C'est juste très intéressant parce que les deux ont une relation avec l'eau. On est dans le bas de la ville à New York, près du Vieux-Port, et à Oslo aussi, ils sont juste à côté. D'ailleurs, vous pouvez voir l'opéra d'Oslo qui est juste ici. Je vais le montrer un peu plus tard. Le bureau n'est pas très loin. Et une chose aussi qui n'est pas très commune dans les bureaux d'architecture, on a fait beaucoup d'efforts pour avoir les deux mêmes sortes d'espaces à New York et à Oslo. Je dirais que le 1/3 de notre bureau, c'est une grande salle commune. Donc, c'est là qu'on mange ensemble à chaque midi. Mais pas seulement ça. Durant toute la journée, en fait, quelqu'un qui rentre dans le bureau, parce que c'est la pièce qui nous accueille, il y a toujours des gens qui sont en train de travailler, d'avoir un meeting. Et ça peut être 3 équipes différentes. En fait, c'est des tables qui font 24 pieds de long. Et il y en a 2 d'entre elles. Là, on en voit une ici, l'autre est à côté. Et puis, tout le monde met son travail, tout le monde partage. On peut voir aussi ce que toutes les autres équipes sont en train de designer. Donc, c'est comme un environnement qui est vraiment, vraiment, qui favorise l'échange, la discussion, le partage du savoir. Puis, je voulais raconter aussi très brièvement l'histoire de comment Snøhetta est né, parce que c'est quand même assez incroyable. Peut-être un peu un conte de fées d'une certaine manière. Donc, en 1989, peut-être vous avez sûrement entendu parler de la ville d'Alexandrie en Égypte. Et la ville d'Alexandrie, au temps des Romains, était connue pour sa bibliothèque qui était la plus vaste au monde, qui avait vraiment des ouvrages incommensurables qui abritaient. Et malheureusement, ça l'a passé au feu, donc il ne nous reste rien de ça. Mais c'est resté un peu, je pense, de la culture occidentale comme un haut lieu du savoir qui a malheureusement disparu. Et en 1989, le gouvernement d'Égypte, avec l'aide de l'UNESCO, je crois, ont décidé d'organiser un concours d'architecture international, anonyme, pour reconstruire la bibliothèque. En fait, pas reconstruire l'original dans le sens qu'on n'a pas les documents, mais au moins recréer une bibliothèque qui allait pouvoir être un nouveau centre de savoir pour la ville d'Alexandrie. Des fois, le truc avance. Et un truc incroyable, en fait, Snøhetta, qui à cette époque-là ne s'appelait même pas encore Snøhetta, en fait, c'était 2 personnes qui ne se connaissaient pas. Ils ont été mis en contact par des amis communs, et un était à Los Angeles, l'autre était à Oslo. Et ils ont travaillé ensemble pour arriver à un concept d'architecture. Ils ont remis leurs propositions, et entre 1400 propositions, ils ont gagné. Donc, assez incroyable. Donc, on les voit ici. Craig Dykers, qui est américain, et Chettle, qui est norvégien. Craig, maintenant, dirige l'agence à New York, et puis Chettle est encore à la tête de celle qui est à Oslo. Donc, les deux avaient environ 28 ans, super, super jeunes. Ils n'avaient pas construit énormément non plus, mais vous pouvez imaginer, à 28 ans, gagner un projet comme ça, dans un pays comme l'Égypte. C'était assez rigolo de les voir. Je vais vous montrer une photo maintenant de quoi ils ont l'air plus tard, donc ne désespérez pas. Et en fait, l'Égypte aussi, ce n'est pas un endroit où il y a des technologies très, très avancées. Donc, en plus que c'est une culture très difficile, vous pouvez imaginer comment au niveau politique, ça peut être assez complexe. Donc, je pense que pour eux deux, ça a été comme une entrée en la matière vraiment incroyablement formatrice de pouvoir s'occuper d'un projet comme ça à un très jeune âge. Et je dirais que ce qui en est resté peut-être dans la culture de l'entreprise, c'est que de plus en plus, dans ma pratique quotidienne à New York, on s'occupe de projets vraiment très complexes au niveau politique, au niveau de design, en intégrant du paysage, de l'urbanisme, de l'architecture. Donc, il y a quelque chose dès les origines qui s'est comme mis en place très naturellement. Donc, vous pouvez voir le bâtiment qui a été réalisé.
Ça a été très long à construire. Donc, même s'ils ont gagné la compétition en 1989, le projet a ouvert ses portes, je pense, en 2002. Donc, ça a pris 15 ou 17 ans à se réaliser. Et donc, c'est un endroit, évidemment, que tous les livres sont placés en dessous des bibliothèques, des étages, c'est pas des bibliothèques, mais des espaces de lecture étagés. C'est la plus grande salle de lecture au monde, en fait, dans une seule bibliothèque. Et la chose peut-être la plus importante, et c'est peut-être ce sur quoi Craig et Chettle focusaient le plus, c'était de créer des espaces publics qu'on pouvait redonner aux gens d'Alexandrie, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment facilement en Égypte. Alors, ça, c'est l'entrée qui mène à l'esplanade qui mène à l'entrée de la bibliothèque, qui est un des seuls espaces complètement publics qui existent à Alexandrie. Et même chose à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, si vous allez là, il y a toujours des jeunes étudiants en train d'étudier. C'est ouvert aux femmes aussi. Donc, c'est vraiment un projet qui est très, très important culturellement pour la ville d'Alexandrie. Et en fait, tellement important que durant le printemps arabe, quand il y a eu les émeutes en ville, les citoyens se sont mis ensemble pour former une haie d'honneur pour protéger le projet, pour pas que les vandales pénètrent dans la bibliothèque puis se mettent à saccager des choses. Donc, ça parle un petit peu de l'importance culturelle des projets. Quand je dis « on », c'est « on » les architectes. En fait, ce qu'on crée, si c'est bien fait, je crois que si les gens l'aiment, ils vont vraiment faire en sorte de le protéger. Donc, je dirais que c'est une des choses sur lesquelles on axe notre pratique qui est le plus important, c'est d'être généreux, de redonner aux gens des espaces publics, donc ouverts le plus possible pour que les gens puissent les utiliser. Et ce qui m'amène à parler du projet de l'opéra à Oslo. Et une autre chose aussi très intéressante, puis ça c'est quelque chose qui vient de la culture norvégienne, qui est un concept, là, je vais peut-être me risquer à le dire, Allemannsretten, the right to roam, donc la possibilité de vagabonder, de se promener n'importe où. Donc en Norvège, on fait sur toutes les terres, peut-être je dirais ce qui appartient au gouvernement, ce qui est la majorité du territoire, n'importe qui peut venir mettre sa tente, occuper le territoire, ben, pas construire une maison, mais vous pouvez camper où vous voulez. Il n'y a pas de barrière nulle part, vous pouvez vous promener où vous voulez. Et c'est quelque chose qui était très important qui est intégré dans le bâtiment de l'Opéra d'Oslo. Ça aussi, c'est un concours international qu'ils ont réussi à gagner, encore une fois. Et ce que le bâtiment fait, qui est assez exceptionnel, c'est de redonner le toit à la ville. Donc, le toit du bâtiment devient une place publique, littéralement. Et si vous allez à Oslo un jour, vous allez vous rendre compte que c'est en fait un des espaces iconiques de la ville. Maintenant, tout le monde qui va à Oslo, une chose à faire absolument, c'est de monter sur la toiture du bâtiment et d'observer le fjord qui est magnifique. Donc, on a l'eau de l'océan qui arrive jusqu'au pied du bâtiment. Et une chose qui a l'air un peu anodine aussi, mais le bâtiment permet de redonner accès à l'eau. Donc, ça n'arrive pas très souvent qu'un bâtiment plonge dans l'eau. N'importe qui peut descendre et aller mettre sa main, ses deux mains, ses deux pieds, peut-être même vous baigner si vous êtes courageux, dans le fjord de l'eau d'Oslo. Et puis, vous pouvez voir aussi, il y a un festival de jazz à chaque été. Toute l'esplanade est utilisée pour des concerts. Je pense en fait que Justin Bieber a même donné un concert, des fois, en tout cas, ouais. J'imagine qu'il y a un lien Canada et Norvège. Et une autre chose qui est vraiment intéressant aussi, ce serait définitivement pas quelque chose qu'on pourrait faire facilement à New York, mais tout le lobby de l'opéra est ouvert 24 heures sur 24. Il n'y a pas de sécurité, tout le monde peut aller là. Ça fait partie de l'espace public. Ça sert aussi à donner des performances de temps en temps, donc c'est un espace vraiment intéressant. Puis c'est une vue de l'intérieur de la salle de spectacle. Et c'est une image, celle-ci, que j'adore parce qu'on voit un peu toute comment dire, vous voyez un peu les morceaux de glace qui se détachent. On voit tout de suite la relation avec le bâtiment au-dessus. Et je dirais, dans beaucoup de nos projets, il y a vraiment beaucoup d'inspiration qui vient de formes, pas géométriques, mais plutôt géodésiques. Vous voyez, quand je donne une conférence en anglais, j'ai des mots en français qui me viennent en tête, puis là, j'ai les mots en anglais qui me viennent en tête. Et comme je vous parlais un petit peu plus tôt de notre méthode de travail, donc quand on entre dans le bureau, il y a cette grande salle, puis ça, c'est même pas stagé, c'était une des journées où on était 4 équipes à faire des projets différents dans le même espace, et ça permet de voir ce que tout le monde fait. Et puis ça permet aussi, des fois, on passe, il y a des gens qui sont en train de travailler, on s'interjecte dans la discussion, on peut donner des idées. Donc ça fait vraiment partie de la culture de travail de l'entreprise. Et souvent, quand on commence le projet aussi,
on fait des workshops où tout le monde à l'intérieur de l'équipe, on se met ensemble, on fait un paquet de maquettes. On essaie de trouver quelle serait la forme la plus logique ou celle qui fait le plus de sens pour le projet. Et on essaie de trouver des concepts qui vont vraiment bien s'agencer au projet. Et je dirais que une des choses qui est très caractéristique de l'agence, c'est qu'on essaie d'avoir le moins de hiérarchie possible. Même si vous sortez de l'école ou il y a quelqu'un qui a 15-20 ans d'expérience dans la même équipe, l'opinion de tout le monde est tout aussi important. Et l'idée du projet final peut venir de n'importe qui. Même en fait, je dirais que chacun de nos projets, quand le projet devient plus complet dans sa forme, dans son design, on ne peut pas savoir l'idée vient de qui en fait, parce que l'idée vient de tout le monde. Tout le monde a participé et c'est vraiment une discussion qu'on essaie de monter tout le monde ensemble pour avoir un projet qui aborde un paquet de différents points de vue de beaucoup de façons différentes. Donc c'est très, très démocratique la façon dont le bureau fonctionne. Pour vous montrer encore une fois, on fait beaucoup de maquettes conceptuelles. Puis ça, c'est en fait une compétition qui est due. J'ai pris la photo hier avant de partir du bureau. C'est un musée pour enfants qui va être à El Paso. Donc, on va remettre le concours. Le projet final ne ressemble pas à ça du tout. Mais on s'amuse même à faire des maquettes en Lego. Je ne l'ai pas toutes montrées parce que ça représente le concept final que je n'ai pas le droit de vous montrer encore. Mais donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et un des projets que je vais vous montrer, c'est la librairie centrale à Calgary qui est en construction en ce moment. Et on fait vraiment beaucoup de projets, mais ce soir, vous allez voir, j'ai sélectionné 4 bibliothèques qu'on est en train de faire pour vous montrer un peu l'évolution des bibliothèques et comment le savoir se dissémine maintenant, qui était la base des bibliothèques avant. Je ne sais pas si vous êtes allé à Calgary. Je ne pense pas que c'est une ville que beaucoup de gens visitent nécessairement. Voici le centre-ville. Le site de la bibliothèque est juste ici. Et la ville est en train de développer tout ce secteur-là de la ville. Donc, en ce moment, si vous y allez, il y a des grues partout. Ça va devenir un endroit majeur où habiter un nouveau quartier complètement. Puis la bibliothèque va être juste ici. Puis l'hôtel de ville, en fait, est juste de l'autre côté de la rue. Mais ce qui était très difficile, en fait, je dois juste ajouter peut-être que c'était aussi un concours d'idées. Ce projet-là qu'on a fait contre d'autres architectes. Donc, ça leur permet un peu d'arriver à faire un concept qui était assez bold. La difficulté numéro 1 du site était que leur système de train léger sur rail passait en plein milieu du site, excusez-moi. Donc, ici, c'est le train, le tramway, en fait, qui existe à Calgary, qui passe en plein milieu du site, qui forme une arche, et en fait, qui s'enfonce dans le sol tranquillement pour devenir souterrain. Donc, comment faire un bâtiment de bibliothèque sur un site qui est complètement hachuré en deux, en plein milieu? C'était vraiment la difficulté numéro 1. Et là, c'était un peu au début du processus. Vous pouvez voir aussi, on était avec nos collaborateurs à Calgary. Donc, la méthode de travail dont je vous parlais un petit peu plus tôt, on se met tout le monde ensemble, on discute, on fait un paquet d'hypothèses, on fait des maquettes, on dessine. Et tranquillement, pas vite, l'idée principale du projet s'est mise à émerger. En fait, ouais, je vais vous montrer un petit peu plus tard. Je pense que là, on voit ici donc le train qui va bisecter le site à moitié. Aussi à Calgary, il y a toute une série il y a un parcours pour les piétons, en fait, qui va de bâtiment en bâtiment. Et c'était quelque chose d'important, en plus, qu'on puisse intégrer dans le bâtiment une façon de traverser le site au milieu de cette façon-ci, en fait, pour aller rejoindre le nouveau quartier qui va se construire de l'autre côté. Ah, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces animations-là, je les découvre. Je ne me rappelle pas ce que ça veut dire exactement. OK, bon, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, c'est important pour nous, en fait, de se servir du train comme un vecteur principal qui allait déterminer la forme du bâtiment. Au lieu de voir ça comme un obstacle, pourquoi pas voir ça comme le critère qui allait générer la forme du bâtiment? Donc, on a fait vraiment un paquet de maquettes. Et l'idée principale, en fait, était d'utiliser cette... je vais vous montrer une axonométrie. Je retournerai dans 2 secondes. Vous voyez ici le train donc, qui rentre à l'intérieur du bâtiment et on voulait encapsuler le train dans une manche en béton, si on veut, et suivre en fait la pente. À mesure que le train descend dans le sol, ça va former une des rampes principales du bâtiment. Et également, une des choses très importantes, ça c'est l'entrée principale du bâtiment qui est complètement surélevée par rapport à la rue, donc c'est par-dessus le train. Et en formant une espèce de promontoire sur lequel on peut grimper des deux côtés, on est capable de faire également le lien est-ouest que je vais vous montrer, le lien piétonnier qui est très important
à reconsidérer pour le site. Donc, en fait, on s'est vraiment servi des contraintes du site pour générer la forme du bâtiment. Juste pour revenir un tout... ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée quand l'entrée piétonnière ici, qui forme une espèce de voile dans le centre du bâtiment. La maquette, très, très, très conceptuelle au départ. On voulait vraiment travailler avec l'idée d'une espèce de voûte. Et on s'est rendu compte à mesure qu'on travaillait la forme du projet que c'était assez caractéristique. En fait, c'est les gens de Calgary qui nous ont fait remarquer ça ressemble vraiment beaucoup, votre arche, à quand le vent du Chinook réussit à pénétrer par-dessus les montagnes et à pousser les nuages. Ça forme une immense arche dans le ciel. Donc, pour eux, ils ont vu une espèce de signification locale un petit peu à ce que nous, on avait l'intuition de faire. Juste pour vous dire aussi très rapidement, donc, c'était très important pour nous aussi d'avoir... le programme demandait une salle de présentation, un auditorium. Donc, on a vraiment voulu le placer à hauteur de la rue pour que ce soit très visé. Quand il y a des activités, les piétons voient ce qui se passe à l'intérieur, peuvent décider d'entrer à l'intérieur. Il y a aussi un café qui est placé juste ici, encore une fois accessible de la rue. Et un autre concept qu'on essaie d'implémenter également, c'est que, encore une fois, pour mettre les choses les plus publiques possibles, toute cette partie-ci de la bibliothèque est complètement accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de présenter une carte de bibliothèque ou quoi que ce soit. Vous pouvez aller à l'intérieur. Une vue de l'auditorium. Puis ça aussi, un petit diagramme explosé qui permet un peu de voir comment les étages se superposent. En fait, donc, en partant de la rampe qui était créée par le train, on réussit à faire une première série de plateformes étagées, de rampes qui montent jusqu'en haut. Puis après, la bibliothèque devient plutôt en zone sécurisée. Ça prend une carte pour monter un petit peu plus haut. Et à l'intérieur de la bibliothèque, il y a un immense atrium central qui permet d'apporter de la lumière naturelle et qui est l'élément qui lie toutes les fonctions entre elles. Une autre vue, en fait, qu'on arrive au bout de la pointe du bâtiment. Une chose aussi très intéressante, comme vous pouvez voir, c'est le traitement de la façade. Moi, qui me rappelle un peu des flocons de neige, il y a vraiment une espèce de relation également au climat de Calgary. Et une des difficultés principales qu'on avait, c'est à cause du code du bâtiment. Au niveau du code de l'énergie, je crois qu'on pouvait avoir pas plus que 35% d'ouverture. Ça, c'est le rendu. Il y a un petit peu plus d'ouverture, mais je vais vous montrer dans quelques instants une photo du projet en construction. Mais en travaillant une espèce de pattern comme ça, on a réussi à créer, en se servant du 35% d'ouverture, il y a beaucoup d'ouverture, même si au fond la façade est à 65% opaque. Et ça crée vraiment une animation qui est très, très, très intéressante. On utilise différentes sortes de peintures également sur les panneaux blancs pour créer des formes iridescentes sur le bâtiment. Donc, à mesure qu'on marche sur la rue, la couleur du blanc change à mesure qu'on change d'angle. Ça, c'est une photo qui a été prise la semaine dernière. Donc, le bâtiment est quand même, je crois que toutes les façades sont complétées. Ils sont en train de finir l'intérieur en ce moment. Ça devrait ouvrir dans environ une année. Et évidemment, au bureau, quand on faisait toutes les recherches sur la façade, d'avoir vraiment de comprendre l'échelle de ce qu'on fait est très important. Des fois, c'est un peu difficile en architecture parce que les choses sont grandes. Donc, on sert du studio avec du tape. Souvent, on va taper au sol ou sur des murs l'échelle des choses qu'on s'apprête à faire pour vraiment avoir une relation immédiate avec notre corps pour sentir si c'est la bonne échelle ou non. Là, vous pouvez voir ici les tests qu'on a faits. Et également, on va faire toute la signalisation à l'intérieur de la bibliothèque. Vous pouvez voir un petit peu qu'on s'inspire de la façade pour créer tout un système de signalétique à l'intérieur. Et la signalétique apporte un peu plus de couleur aussi dans le projet. Une dernière photo, en fait, de l'immense voûte en bois. C'est une des plus grandes voûtes. Là, j'essaie de me rappeler si c'est au Canada ou je vais pas dire au monde parce que ça me semble un peu trop, mais c'est immense. Et c'était un des défis techniques les plus difficiles à réaliser, d'avoir cette voûte qui a deux angles, deux courbes, en fait, une dans l'autre. Alors, c'était vraiment très, très difficile à régler toute la géométrie et à pouvoir le construire à un prix relativement abordable. Donc, l'autre projet qui est aussi une bibliothèque ou plutôt un centre d'études pour les étudiants à l'Université Ryerson à Toronto, qu'on peut voir ici. Ça, c'était un des rendus finaux qu'on a fait. Mais c'est une image importante pour vous montrer que la bibliothèque centrale de l'Université Ryerson est juste ici.
C'est là qu'on a tous les livres, mais ce qui se passait, c'est que les étudiants n'avaient pas d'espace pour pouvoir aller étudier ou pour faire leurs travaux d'équipe, pour se rencontrer. C'est aussi une université qui est... la plupart des étudiants, je dirais, habitent en banlieue de Toronto, donc c'était difficile de les garder sur place. Entre autres aussi parce qu'il n'y avait même pas de place pour qu'ils puissent se réunir. Donc, le directeur de l'école de l'université plutôt a demandé de faire un bâtiment qui allait permettre aux étudiants de rester sur place entre les cours et d'habiter un petit peu plus leur campus qui est en plein centre de l'Université de Toronto. Et comme la bibliothèque est juste à côté ici, on accède au nouveau bâtiment par un pont. Et comme le projet en soi c'est tout un exercice à trouver des façons dont les gens vont être confortables pour étudier, comment les gens vont se rencontrer, qu'est-ce qui fait sens, c'est ça, qu'est-ce qui va provoquer des rencontres humaines en fait. Et on a travaillé de manière plutôt sectionnelle ici pour chacune des étages du projet d'arriver avec un thème très très fort et une architecture ou un agencement spatial très différent pour entrer en relation très différemment avec notre corps également. Vous allez voir un petit peu plus loin de quelle façon tout ça se traduit. Donc, on a l'entrée du bâtiment ici. On monte quelques marches, on arrive dans un hall d'entrée. On fait ça ici juste pour vous montrer un autre aspect vraiment très, très important pour nous, c'est qu'on implique le client et les utilisateurs beaucoup dans notre processus créatif. Donc ça, c'est des séries de workshops qu'on a fait avec les étudiants de l'Université Ryerson pour leur demander qu'est-ce que vous aimeriez, comment vous vous voyez dans l'espace, quelle sorte d'activités que vous pensez faire. Donc, il y a beaucoup d'idées qui ont fait leur chemin dans le projet final, qui ont émergé en fait des étudiants et des utilisateurs du projet. Donc, le hall d'entrée qu'on peut voir ici, mais il y a toute une série de bleachers, de bancs. Sur le côté aussi, les étudiants peuvent juste arriver là, brancher leur ordinateur, étudier. En même temps, on voit le va-et-vient de toute l'université qui rentre. Puis, l'espace est configuré de telle manière qu'on peut avoir toutes sortes d'événements aussi, impromptus ou moins impromptus. Donc, ici, des concerts, mais ça peut être toutes sortes de présentations qu'on montre aux étudiants. Et l'autre chose aussi qu'on s'amuse à faire de plus en plus, c'est qu'un an après que le bâtiment soit construit, on retourne sur place et on interroge les gens pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne moins, pour tenter de s'améliorer dans le projet suivant. Donc, ça, c'est pour illustrer, on leur demandait quel est votre espace favori pour aller étudier, en fait, et 54% des gens répondaient que c'était l'espace qu'on a surnommé de beach, la plage, que vous pouvez voir ici. Donc, il y a tout un espace étagé où les gens peuvent aller étudier. Ça, c'est l'espace, le sky, qui est en haut complètement, qui a beaucoup, beaucoup de lumière naturelle. Ici, des espaces un peu plus petits qui permettent le travail d'équipe un peu plus facilement, avec beaucoup d'espace encloisonné. Encore une fois, ça, c'est l'espace de la plage. Donc, c'est, comment dire, vous pouvez voir qu'on laisse beaucoup, beaucoup de place aux étudiants pour qu'ils puissent configurer l'espace eux-mêmes comme ils l'entendent. Et une chose aussi qu'on adore étudier, c'est un peu l'âme humaine. On est un peu comme des marquettes. Ici, on adore voir. Donc, être un peu juché, travailler sur les différences de niveau pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble sur les gens, sur l'espace, c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Et c'est une des raisons pour laquelle vous allez voir beaucoup de changements de niveau, des rampes dans le travail de Snøhetta. Ça permet d'activer le corps et de donner des points de vue vraiment, vraiment intéressants. Un autre aspect au niveau technique du projet ici qui a été plus difficile à réaliser, c'est nous, on l'appelle le dôme. En fait, c'est une série de panneaux métalliques iridescents qu'on a réussi à faire et qui couvrent en fait tout l'approche et le hall d'entrée du bâtiment. Donc, on avait l'idée dès le départ que ça allait être... En fait, on voulait utiliser de la céramique pour faire ça, mais on s'est rendu compte très rapidement que ça allait coûter beaucoup, beaucoup trop cher. Et par chance, on a trouvé une entreprise en Floride qui était capable de... Enfin, on leur a donné un peu un prototype de ce qu'on voulait fait en carton. Puis ils ont dit, OK, attendez un petit peu, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et ils ont trouvé une méthode pour réaliser les panneaux à l'aide d'Alucobond d'une manière vraiment, vraiment très peu dispendieuse. Et nous, on a retravaillé sur le concept pour arriver à des modules qui se répètent le plus souvent possible. Et quelque chose qui se traduit pas très, très bien sur les photos, mais si vous y allez un jour, vous allez voir, la peinture est iridescente. Donc, à mesure que vous... marcher dans l'espace, dépendamment de l'angle que vous le voyez, ça va être bleu ou mauve en passant par une teinte de rosé. Donc, ça donne un aspect très, très dynamique à tout le plafond que vous voyez là.
processus qui a mené à ce bâtiment-là, qui a utilisé en quelque sorte une bonne petite dose de robotique et de paramétrique. Donc, pour vous qui connaissez San Francisco, je vais juste vous montrer très rapidement comment se situe le projet, parce que ce n'est pas évident quand je vous montre juste les autres photos. Donc, c'est très, très près du centre-ville de San Francisco qui est juste ici. Je vais vous montrer l'autre image. Comme Jacques faisait allusion, ça, c'est le vieux SF MoMA qui a été fait par Mario Botta, je crois, en 1992. Donc, c'est un bâtiment très, très, très postmoderne, qui a beaucoup de qualités, mais qui a aussi certains défauts. Un de ses défauts, c'est qu'il est très fermé au niveau de la rue. Donc, ça ressemble un peu à un columbarium, où quand on marche au niveau de la rue, il y a des murs de granit noir, il y a juste une petite porte d'entrée, il n'y a pas beaucoup de transparence avec l'extérieur. Donc, je dirais que c'est un des défauts du projet. Il y a quelque chose de très mortuaire dans le projet original, je dirais, malgré ses qualités. Et le musée, donc, voulait agrandir. Une autre photo ici qui est du parc en face avec notre nouveau bâtiment qui est à l'arrière. Donc, en fait, juste pour vous montrer ici, donc le musée d'art moderne à San Francisco voulait agrandir. Je pense qu'on a au moins doublé la superficie du musée très, très facilement. Mais le seul endroit où on pouvait agrandir était à l'arrière du musée de Botta, qui est juste ici. Donc, on se retrouvait avec une parcelle qui était quand même assez fermée, en fait, sur la rue. Il n'y a pas vraiment de façade principale qui marque, qui pouvait donner une impression très, très forte du bâtiment. Et on s'est mis à travailler, en fait, vraiment avec l'idée, pourquoi pas travailler avec l'idée de la ruelle, parce que c'est quelque chose un peu comme à Montréal, peut-être moins à Québec, mais c'est quelque chose qui existe beaucoup à San Francisco, l'atmosphère des ruelles. Donc, notre bâtiment, le nouveau bâtiment, se situe maintenant tout à l'arrière du bâtiment de Botta qui est à l'avant ici. Et ce que je vais vous expliquer, c'est comment on est en train de manipuler toutes les entrées du musée, parce que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Donc, on a l'entrée originale du musée qui se passe juste ici. Et nous, notre musée, qui est l'entrée principale, se retrouve être un peu surélevée ici. Tout ça, d'ailleurs, pour revenir à mon idée d'espace public, tout ça est complètement public. Si vous allez au musée, vous pouvez entrer à l'intérieur, aller jusqu'en haut ici et redescendre. Il y a quelques expositions d'art qui sont accessibles. Ça, c'est une des nouvelles entrées aussi qui est sur la rue Howard Street. Quand on entre à l'intérieur, il y a une salle où il y a des expositions temporaires, qui, encore une fois, qui est complètement ouverte au public. Il n'y a pas de prix d'entrée. On peut monter. On arrive ici sur la plateforme où on achète nos billets et on peut remonter en haut. Toutes les salles du musée sont superposées ici par-dessus cette section. Donc, on voit ici l'entrée sur la rue Howard, sur le côté. On monte quelques étages. Donc, on peut aussi se servir de l'espace pour avoir des performances temporaires. Donc, c'est vraiment un lieu qu'on veut vibrant et qui soit connecté vraiment directement avec la ville. C'est quelque chose qui manquait vraiment dans le projet original de Botta. Aussi, une autre chose qui était très importante pour nous, ça, c'est le bâtiment de Mario Botta. C'est important que du moment qu'on entre, on voulait inviter le regard des gens à voir le plus loin possible à l'intérieur du musée, jusqu'au bout ici, où on a en ce moment le plus grand mur végétal aux États-Unis qu'on a installé à l'arrière du musée. Je vais vous le montrer dans 2 secondes. Ça, c'était l'escalier central original dans le musée. Quand je vous disais qu'il y avait une espèce d'atmosphère mortuaire, en tout cas, je ne sais pas, vous le voyez un petit peu ici, c'est très, très, très formel, très, très rigide. Alors, on a voulu casser un tout petit peu la géométrie pour créer plus de fluidité et surtout plus de transparence pour amener l'œil vraiment plus profondément à l'intérieur du bâtiment. Donc, ça, c'est le mur vert ici qu'on voit même de l'entrée complètement à l'autre bout de la rue. Et encore une fois, on s'est inspiré beaucoup de San Francisco dans certains des espaces du musée. Donc, vous voyez un petit peu certaines des ruelles ici qui ont à San Francisco, des rues qui ont des pentes très, très inclinées où parfois il y a beaucoup, beaucoup de végétation. Je vais vous montrer un autre exemple un peu plus tard. Et une grande partie du projet a été de travailler vraiment la forme de notre insertion. Parce qu'en fait, le sud se situe de ce côté-ci. Donc, tout au long de la journée, en fait, je dirais le soleil veut passer à travers le bâtiment et on va se resservir ça, c'est un garage. En fait, le toit du garage va devenir le nouveau café du musée. Donc, on voulait apporter le plus de soleil possible sur la toiture du musée. Et tranquillement, c'est ce qui nous a amené à la forme finale, dans laquelle on travaille une série de courbes pour permettre à la lumière du soleil de pénétrer le plus profondément possible ou le plus facilement possible jusqu'au musée. Et en formant cette espèce de ventre,
sur le bâtiment, on s'en est servi pour aller mettre toute la circulation verticale du musée, en fait. Donc, toute la nouvelle édition fonctionne d'une manière assez simple. On a une série de galeries plutôt classiques parce que, encore une fois, en travaillant beaucoup avec le directeur du musée, avec les artistes, en leur demandant quelle sorte d'espace vous voulez. D'ailleurs, c'est tout un sujet de discussion dans le monde artistique. Est-ce qu'on veut des galeries plutôt neutres ou des galeries qui ont beaucoup de caractère à la Frank Gehry, comme le Bilbao? Qu'est-ce qu'on veut générer? Et dans ce cas-ci, la vaste majorité des réponses était de dire non, on veut des galeries bien éclairées, avec un éclairage qui a l'air plutôt naturel, mais relativement sobre. Donc, les galeries sont relativement simples ici, et tout l'aspect social du musée, si on veut, se retrouve dans l'espace vertical de circulation qui est juste à côté dans le ventre. Donc, vous pouvez voir que dans les galeries, l'atmosphère est plutôt calme, un peu plus à la contemplation. Aussitôt qu'on sort des galeries dans l'espace de circulation, c'est vraiment plus social, public, avec des vues sur la ville, avec beaucoup de verticalité et de moments très intéressants dans l'architecture, dans les espaces. Et l'autre chose qui a demandé beaucoup de travail, en fait, c'est de définir la matérialité des façades. Donc, une fois qu'on avait une idée de la forme qu'on voulait générer, encore une fois, on s'est tourné vers le milieu naturel de San Francisco pour essayer de trouver des formes d'inspiration. Donc, il y a toujours le brouillard à San Francisco qui tend à brouiller les formes, à créer des choses plutôt mystiques dans le paysage. Aussi, San Francisco qui est entouré d'eau, en fait, c'est dans une baie. Donc, encore une fois, une idée un peu de réflexion de la lumière sur l'eau. Mais en même temps, on voulait quelque chose qui a un aspect très solide, un peu comme celui de la pierre. Ça ne vient pas de San Francisco, mais juste pour vous montrer un petit peu l'espèce d'effet qui, dans notre tête, arrivait à combiner les deux, comme si une pierre avait été travaillée par un jet d'eau à l'intérieur d'une gorge. On voulait arriver à un aspect qui ressemblerait le plus possible à ça. Donc, c'est le pattern vers lequel on s'est dirigé de plus en plus, qui était capable de capter la lumière de San Francisco, parce que c'est une ville très intéressante si vous y allez, si vous êtes déjà allé. La météo peut changer tellement vite à cause des nuages qui viennent du Pacifique, donc il peut faire très froid. Du moment d'après, il fait soleil parce que le nuage se dissipe. Et on voulait une façade qui soit capable de capter cet aspect du soleil et les différentes tonalités de la lumière du jour très, très facilement. Donc, vous voyez ici une image de la façade complétée. Et je vais vous montrer dans un instant un petit peu comment on est arrivé techniquement à la faire. Ce qui est assez complexe, je vais juste aller, les images vont être trop loin. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas un seul panneau qui est pareil dans tout le projet sur cette façade-ci. Chacun des panneaux est différent. Et le pattern que vous voyez a été généré totalement par Grasshopper et un script qu'on a écrit dans Python qui a réussi à transformer toute la peau du bâtiment en créant ces espèces de ripples qui ressemblent à de l'eau. Donc, pour arriver à faire ça de manière économique, c'était vraiment tout un défi. Et le système qu'on a décidé d'utiliser, en fait, c'est qu'on derrière les panneaux très complexes, on a un système de façade qui en fait est très, très, très simple. Donc, tous les panneaux que vous voyez ici, c'est des panneaux très simples, bidimensionnels, en fait, en 2 dimensions, flat, si vous voulez. Et les panneaux rouges, ce sont eux qui sont plus complexes où c'est eux qui contiennent 2 courbes qui permettent de changer l'angle. Et sur ce panneau de base très, très simple, on vient appliquer notre panneau qui est fait c'est de la fibre de verre sur laquelle on a projeté du béton. Du béton giclé, du béton époxique. Et il y a une méthode de fabrication que je vais vous montrer qui est vraiment très intéressante. Donc, ce qui est de plus en plus étrange en architecture, c'est que la fonction du dessin en tant que tel disparaît de plus en plus. Donc, dans ce projet-ci, on a pris notre modèle, littéralement notre modèle 3D, on l'a donné aux fabricants, puis ils l'ont construit. Donc, on n'a pas à faire un dessin qui devient une représentation du bâtiment. On fait un modèle 3D, on le donne et le fabricant prend ce modèle-là et le fabrique. Et la méthode qu'on a trouvée, et ça c'est avec un contracteur qui était relativement petit, basé sur... ils sont dans le Napa Valley et je pense qu'ils ont commencé leur business en faisant des surfboards, en fait, en utilisant du styrofoam expansé et en faisant beaucoup de tests, ils sont devenus très très bons avec la fibre de verre. Et tranquillement, pas vite, avec des amis architectes, ils se sont mis à faire de plus en plus de projets architecturaux, en fait surtout des sculptures.
Et ils voulaient de plus en plus développer une technique pour faire des façades. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que chacun de nos panneaux, comme chacun a une forme unique, il fallait trouver un moyen très peu dispendieux de faire un moule unique pour chacun. Alors, la façon dont on fait ça, c'est qu'on prend du styrofoam et il y a un robot qui découpe notre panneau dans le styrofoam. Le styrofoam coûte pas cher. Et c'est très facile à mouler. Sur le styrofoam, on met une couche de fibre de verre. Ici, donc, ça devient le moule sur lequel la fibre de verre est appliquée. Et à la fin, on applique une couche de béton projeté. C'est du béton époxique. Et ça permet d'avoir, je pense qu'on a quelques 300 panneaux différents dans tout le projet. Et c'est fait de manière relativement économique. Vous pouvez voir ici un des tests qu'on a fait avant de l'appliquer sur le bâtiment. Et tous ces panneaux-là, ça c'est un test, donc c'est redécoupé, mais en fait, chacun des panneaux fait pratiquement 30 pieds de haut par 10 pieds de large. Et ça vient en un seul morceau, c'est monté par une grue et c'est installé en une seule shot. On le voit ici un peu durant la construction. Donc, il y a le panneau droit, très, très, très simple, qui devient un peu le panneau étanche du bâtiment. Et on a notre façade qui, elle, est plutôt poreuse, qui laisse l'eau passer derrière, mais elle est appliquée par-dessus le panneau, très, très simple. Donc, ça a été une méthode très, très, très efficace au niveau économique de créer la façade qu'on voulait. Donc, vous voyez un petit peu une image des effets qui sont créés avec la façade. Donc, je vous ai promis de revenir vous montrer Craig et Cheta. Donc, voilà une photo un peu plus récente maintenant. Donc, c'est ça, je travaille pratiquement chaque jour avec Craig. Les deux bureaux entre New York et Oslo, évidemment, on n'a pas une relation super, super quotidienne, mais on essaie d'avoir le plus d'échanges possible entre New York et Oslo. Alors, voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais voilà. Monsieur Place, bonsoir. Je suis juste ici derrière vous. Merci d'avoir été présent avec nous ce soir. C'est une conférence fort inspirante. Nous allons donc poursuivre avec une période de questions. J'aimerais commencer par une première question. Donc, vous avez parlé de la complexification de la pratique étant engendrée par la politique. Vous nous avez parlé des changements rapides apportés par les nouvelles technologies, mais vous nous avez aussi parlé de la générosité qui était nécessaire aux futurs architectes ou aux architectes qui pratiquaient aujourd'hui. Donc, ma question est la suivante. Si vous aviez un conseil à donner à un futur architecte, qu'est-ce que ça serait? Oui, c'est une question très large. Non, c'est une question très intéressante. Je repense souvent à mes années d'école et à l'école, on tend à idéaliser seulement le design. Je suis sûr que ça n'a pas changé. On tripe sur le design puis on met beaucoup d'efforts là-dedans et ça devient un peu un des facteurs. C'est très important. Il ne faut pas me faire dire quelque chose que je ne veux pas dire, mais ce que je découvre en sortant de l'école, c'est que le design est très important, mais c'est une profession tellement vaste et il y a plein de choses. Si vous êtes à l'école puis vous aimez faire du design, mais ce n'est pas votre force, il y a tellement votre place quand même en architecture, il y a tellement d'autres aspects qui sont super importants puis qu'il faut travailler et devenir très, très bon. Donc, comme je disais, nous, de plus en plus, on fait des projets assez complexes, entre autres à New York, où là, je travaille sur un plan d'ensemble autour du Penn Station. Peut-être que vous n'êtes pas super familier avec New York, mais c'est là qu'il y a le Madison Square Garden où jouent les Rangers. Ça, je suis sûr que vous savez c'est quoi. C'est un endroit très, très complexe à New York et on essaie de trouver une façon de régler. Il y a une station de train qui est en dessous également, la plus grande en Amérique du Nord. C'est super complexe au niveau du client, au niveau de la ville, au niveau de tous les intervenants, au niveau de la population qui a plusieurs craintes par rapport à ce qui va changer. Donc, je dirais que le métier d'architecture, en fait, il y a beaucoup d'importance qui doit être accordée à la clarité de notre message, comment on arrive à communiquer aux gens, comment on arrive à convaincre les gens de ce qu'on veut faire et également de faire la bonne chose qui redonne à la population, qui redonne à la ville, qui essaie de régler des problèmes d'une manière élégante au lieu de juste faire un objet qui est super cool, qui va dans les magazines d'architecture, mais les modes passent tellement vite, donc peu importe ce que vous faites, même si c'est cool en ce moment, peut-être dans 10 ans, juste à regarder l'architecture postmoderne qui était... tout le monde voulait faire ça il y a peut-être 20 ans, puis maintenant, ça va peut-être redevenir à la mode, mais
ça laisse un peu un goût amer. Donc, je vous dirais que le design est super important, mais tout ce qui entoure ce que vous faites est encore plus important de redonner à la population, de redonner aux gens. Puis c'est ça qui donne une, comment je peux dire, une importance, un respect au métier d'architecte. Et je vous dirais de ne pas négliger ça. Merci beaucoup. Ouais, c'était peut-être une longue réponse un peu. Là. Je pourrais parler durant 30 minutes juste là-dessus. Merci beaucoup pour la conférence, très intéressant avec l'éloge des nouvelles technologies, des Fab Labs et tout ça, donc nécessairement ça me plaît énormément. Mais en fait, je veux juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur le postmoderne. En fait, on voit passer dans les différents canaux d'information architecturale, en fait, une sorte de réaction au dernier projet que vous avez proposé sur la restauration du AT&T Building de Philip Johnson. Donc, en fait, peut-être nous en parler un petit peu de la réaction en fait, du côté de votre agence face à cette réaction-là. Est-ce que tu es professeur à l'école? Oui. Je m'attendais à ça. Non, on a beaucoup de discussions. Je ne travaille pas sur le projet directement. Puis d'ailleurs, je ne sais même pas si la plupart des gens, vous savez exactement c'est quoi. J'ai décidé de ne pas le mettre dans la présentation et je pense que ça allait monopoliser toute la discussion. Et je ne suis pas la meilleure personne à l'intérieur de Snøhetta pour parler du design parce que je n'ai pas vraiment travaillé directement sur le projet, mais ça pose des questions vraiment, vraiment importantes parce que c'est un bâtiment designé par Philip Johnson. Peut-être vous savez, celui qui a l'espèce de toiture en pignon. Et c'est les gens à New York ont vraiment une relation d'amour-haine, je dirais surtout haine, avec ce bâtiment-là. Je dirais dans le sens que c'est un bâtiment qui a marqué l'histoire de l'architecture, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est un bâtiment qui ne marche pas bien, qui ne fonctionne pas bien, qui repousse les gens, qui a été spécifiquement designé à la base pour pas qu'il y ait personne qui aime être autour de là, pour repousser les gens. Et ça a été construit pour un seul occupant, qui était la compagnie AT&T, dans les années 80. Et à ce moment-là, AT&T était la plus grande corporation avec le plus de pouvoir aux États-Unis. Donc, je dirais que c'est un bâtiment très fasciste, d'une certaine façon. Ça exprime le pouvoir et ce n'est pas un bâtiment qui était là pour participer à la vie quotidienne de la ville. Et avec les années, bien, pour plusieurs facteurs, ça n'a pas super bien vieilli. Même si ça a un rôle central dans l'histoire de l'architecture, ça devient tranquillement pas vite une forme de cadavre en plein centre de New York. Ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas capables de trouver aucun tenant pour occuper le bâtiment. Personne ne veut aller là, en fait. Donc, on essaie de trouver différentes manières de rejuvenate le bâtiment, de lui redonner vie, puis de le rendre beaucoup plus intéressant. Alors, c'est certain que c'est pas facile. Je pense que les images que vous avez vues, c'est l'idée la plus radicale qu'on a fait. On savait que ça allait déranger beaucoup de gens. On pense en même temps que si on était capable de faire ça, ça va réinsuffler une vie vraiment importante dans le bâtiment et quelque chose qui n'a pas été très bien expliqué, mais toute la partie arrière où il y a une verrière, en fait, si on va démolir ça, ça devient un parc public qui va vraiment être très, très, très accessible et on remet en fait des commerces et on réoccupe toutes les façades sur rue de manière beaucoup plus intelligente que ce qui explique en ce moment. Mais effectivement, le design en tant que tel, on savait que ça allait créer une onde de choc. On va voir comment ça évolue, mais ça pose des questions très intéressantes. C'est quoi la place du postmoderne? Qu'est-ce qui vaut la peine de conserver dans un bâtiment? Dans ce bâtiment-ci, est-ce que c'est un bâtiment important à cause de l'architecte ou à cause du bâtiment en tant que tel? Est-ce qu'on essaie de le conserver parce que c'est Philip Johnson, puis oui, ça a eu un rôle à un moment précis de l'architecture, ou parce que c'est un bâtiment qui a des qualités incroyables qu'on veut maintenir? Donc, c'est une discussion très large pour laquelle je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est ça, c'est super intéressant à discuter, puis je suis curieux de voir comment ça va évoluer dans les prochains mois. Y aurait-il une autre question? Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez abordé votre conférence en nous parlant du dénominateur commun qu'il y avait entre à la fois la Scandinavie et New York. Et vous avez lancé une perche par rapport au Québec, à savoir qu'il pourrait y avoir des éléments au Québec que l'on pourrait s'inspirer
J'aimerais savoir, tant au point de vue du design et éventuellement au niveau de la fabrication, quelles seraient les pistes qui pourraient amorcer le changement au Québec pour que l'on puisse se tourner vers la fabrication comme ça dans le milieu bâti? C'est une bonne question. Ça va toucher à deux points assez intéressants. Quand je suis arrivé à New York, en fait, je continue encore à travailler sur des projets de nature humaine pour terminer beaucoup de choses et je me posais vraiment la question, OK, je fais quoi moi ici? Est-ce que j'essaie de repartir un bureau à New York? Est-ce que je veux travailler pour d'autres personnes? Et je ne savais même pas que Snøhetta avait un bureau à New York, en fait, et à travers des amis architectes je leur expliquais quelle sorte de bureau pour lequel j'aimerais travailler. Et ils me disaient, ben écoute, ce que tu me décris, je pense que c'est Snøhetta. Ils sont vraiment beaucoup comme ça. Entre autres, j'avais pas le goût d'aller travailler pour une star architecte qui avait une signature, puis là, j'allais être pris dans un carcan à designer dans le style de, vous pouvez mettre le nom que vous voulez après. Et j'avais le goût aussi de travailler dans un endroit qui était... l'aspect social des choses était très important parce que, en tout cas, c'est une des choses qui m'est chère au Québec. On vit dans une social-démocratie, puis c'est une des choses qui me manque le plus aux États-Unis. Encore là, je pourrais parler durant 1 heure de temps, surtout avec ce qui s'est passé depuis 1 an avec Trump. Et Snøhetta, au niveau de la culture, c'est vraiment de cette façon-là qui fonctionne. Et c'est vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression qu'en général, dans la société québécoise aussi, on n'est pas une société nécessairement très hiérarchique. En général, en tout cas, de mon expérience et de ce que je vois un peu partout, peu importe quand on se réunit ensemble dans un projet, je pense qu'on aime laisser la chance à tout le monde. On aime essayer de collaborer, de travailler ensemble. Donc, c'est peut-être à l'opposé de la France, où j'ai l'impression que c'est peut-être beaucoup plus hiérarchique de manière traditionnelle, où les ordres viennent d'en haut, puis on suit ce qui se dit et tout. Donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de parallèles entre Snøhetta. Quand j'ai commencé à travailler là, je ne me sentais pas dépaysé, ou je sentais que j'avais ma place, je sentais que je pouvais collaborer puis apporter mon expérience passée que j'avais faite. Et souvent, la question que je me pose est, en fait, je me suis ramassé à New York parce que ma femme, mon épouse est new-yorkaise, et on allait avoir un enfant, puis elle voulait se rapprocher de sa famille, donc... alors, ça a été une bonne réflexion. Qu'est-ce que je fais? Parce que nature humaine, j'adorais, ça allait bien. Stéphane, mon associé, continue avec le bureau, ça va toujours bien. On aimait les projets qu'on faisait. Mais il y a une partie de moi qui avait le goût aussi de goûter à quelque chose d'autre, d'essayer d'être exposé à des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. Et ce qui est toujours un peu... pas que c'est difficile au Québec en général, mais si vous avez fait des concours, vous l'avez sûrement vu assez rapidement, mais c'est très difficile de ne pas faire une boîte parce qu'on sait que le jury va pas oser prendre un risque. Il faut toujours concocter nos projets pour faire quelque chose que ça prend un risque, c'est élégant, mais c'est pas trop osé. Alors, j'avais le goût de travailler dans un endroit où on pensait pas comme ça. Puis c'est un peu comme ça, Snøhetta, qu'on commence un projet, c'est sûr que c'est derrière dans notre pensée, on ne veut pas faire des choses complètement folles, mais on ne se laisse pas arrêter. On essaie de faire le projet qui est le mieux pour l'endroit, pour le programme, pour le site, et ça donne ce que ça donne, dans le sens où on le propose, puis on voit si le client va aimer ça dans le cas de concours ou non. Et c'est sûr qu'on ne gagne pas tous les concours, mais vous pouvez voir dans la série de concours internationaux qu'ils ont gagné quand même, c'est une méthode qui fonctionne. Alors... ça, c'est très, très rafraîchissant. Mais je ne sais pas si ça peut changer au Québec parce que c'est deux mondes économiques vraiment, vraiment différents. En fait, une chose très intéressante, c'est peut-être la façon dont il faudrait approcher ça. Je me suis rendu compte à New York, en fait, toutes les entreprises québécoises vendent leurs trucs à New York. Donc, que ce soit le bois, des panneaux préfabriqués en béton, de la tôle, toutes les grosses compagnies ici, en fait, ils vendent à New York. Donc, ce serait peut-être d'avoir des compagnies ici qui commencent à produire avec de la robotique, qu'ils pourraient vendre aux États-Unis. Parce que les investissements que ça demande en équipement, si c'est juste pour faire des projets au Québec, je ne pense pas que c'est impossible à faire. Et puis, ça, pour moi, ça a été un des plus gros changements à Snøhetta d'arriver là. Puis mais vous êtes à l'école, je suis sûr que vous êtes dans le paramétrique, puis vous faites ça vous commencez l'école comme ça, mais moi, je ne l'avais jamais vu en action. Tout ce qu'on pouvait faire avec ça, puis c'est incroyable. C'est un nouvel outil qui permet de... C'est pas une fin en soi, mais ça permet de décupler les possibilités d'idées. Y aurait-il une autre question?
Merci. Après cette longue marche et période de silence, préparer peut-être la dernière, j'imagine. Dans une église, en plus, c'était vraiment... Mais juste en passant, ça me permet aussi de réaliser qu'elle était bien bonne. J'ai ma place chez Snoweta. On vient de l'entendre. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Non, je peux me poser la question parce que j'ai vu dans la présentation une espèce de continuité que j'avais jamais, dont je m'étais jamais rendu compte chez Snoweta, cette espèce de, à partir de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, je me souviens, je suis assez vieux pour avoir remarqué ce projet-là quand il avait gagné un concours. Et puis de voir cette espèce de générosité publique, cette espèce de forme assez simple dont qui offre une certaine perméabilité dans les espaces publics intérieurs et extérieurs. Et on sent vraiment donc cette approche humaniste. Donc, on sent qu'il y a une espèce de constante, puis on voit à travers la conférence qu'il y a des choses qui changent aussi. Alors, ma question serait celle-ci. Dans les 5 ou 10 prochaines années de Snoweta, qu'est-ce qu'on va voir comme une continuité et qu'est-ce qui va changer? C'est pas une question facile, ça. La durée de la réponse est au choix de celui qui répond. Non, je pense que c'est pas... comme je disais, j'ai hâte de voir avec l'intelligence artificielle comment ça va changer les choses. Il y a des bureaux à New York, en fait, on les invite à venir nous donner une conférence au bureau et on est capable de programmer des ordinateurs pour faire de la reconnaissance de patterns. En fait, eux, ils utilisent ça dans leur méthode de travail. Donc, ils étaient en train de faire une façade où l'ordinateur analyse chaque planche de bois qui passe. Ils essaient de trouver où sont les nœuds. Et ensuite, dépendamment où sont les nœuds, il va dessiner un pattern qui va autour des nœuds. Donc, ça va être possible de plus en plus. C'est comme un nouvel outil qui s'en vient, puis ça va donner encore une fois d'autres possibilités qu'on n'a pas du tout en ce moment, une fois qu'on va être capable de les programmer, puis de saisir un petit peu mieux qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Ils utilisent même l'ordinateur pour essayer de déterminer quel est le meilleur arrangement d'espace. Donc, bon, c'est tout un exercice, bien entendu, qu'on essaie d'arranger différents éléments du programme ensemble pour essayer d'avoir le truc le plus efficace possible. Bien là, très, très bientôt, vous allez pouvoir mettre ça dans l'ordinateur. Il va vous sortir 5, 6, 8 options. En fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est que l'ordinateur va dire « OK, vous avez cette possibilité-là, est-ce que tu aimes ça? » Non. Il apprend, OK. Il fait des petits changements au fur et à mesure que tu lui dis ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Il commence à savoir qu'est-ce que tu cherches. Qu'est-ce que ça va donner exactement? Je ne sais pas, mais on voit tout de suite que ça va être une grosse révolution dans le métier d'architecture. Donc, ça, c'est du côté technique. Les choses vont changer énormément. Mais de l'autre côté, je pense que... Non, c'est une bonne question. En fait, les espaces publics, c'est quelque chose de super important. Et bien entendu, on s'adapte un petit peu à la société. Je me fais juste la pensée maintenant qu'il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas de petits cafés partout. Il y avait pas on voit comment la société évolue. Les gens veulent des choses un petit peu différentes. Donc là, je dirais, une des modes qui s'est passée dans les 10 dernières années, c'est les fameux bleachers, des escaliers, marches où les gens vont aller s'asseoir. C'est même rendu un peu une joke au bureau. On essaie de plus en faire parce que il y en a partout, mais ça fonctionne super bien et c'est très efficace. Mais on essaie maintenant, OK, c'est quoi maintenant? C'est quoi la prochaine chose qui va capturer l'énergie sociale et publique pour faire en sorte que les gens vont se sentir confortables, vont se réunir? Donc, je dirais, ouais, c'est un des fils conducteurs les plus importants dans nos projets, c'est comment on traite la sphère publique, en fait, à l'intérieur du projet. Et puis ça, bien, ça va s'adapter à comment la société change, comment les politiques changent. On n'a pas la réponse encore, on va l'avoir au fur et à mesure. Bonsoir. Merci pour la conférence. J'ai une question par rapport, en fait, pour rebondir sur la réponse que vous venez de donner. Est-ce que, avec cette idée-là du paramétrique qui irait jusqu'à ce niveau-là, est-ce que êtes-vous prophète de malheur ou l'architecte est mort, vive l'architecte? Non, on construit pour des êtres humains, alors. Il y a, comment dire... l'humain a quelque chose que le robot n'a pas. Ben, peut-être, encore une fois, je suis toujours surpris par ce qu'ils arrivent à faire, mais on a de l'ironie. Et l'ironie est une forme de créativité assez incroyable. Je pense que Rem Koolhaas a fait sa carrière là-dessus. Je dis ça d'une manière positive. En fait, je suis pas du tout... je trouve ça incroyable. Mais juste tout ça pour dire que c'est nous qui avons un regard sur la société humaine que l'ordinateur ne peut pas avoir. Donc,
il peut créer un paquet de trucs, un paquet de formes qui sont super jolies et tout, mais est-ce que ça a vraiment une pertinence? Pas nécessairement. Donc, c'est nous qui sommes encore là pour s'assurer que ça a une place dans la sphère culturelle de l'humain. Mais là, peut-être qu'un jour, les robots vont construire pour des robots. Là, on aura perdu le contrôle complètement. C'est comme à un autre niveau, je pense que le danger est, mais non, je pense que ça va être un outil qui va permettre même de faire des choses encore plus incroyables qu'on n'arrive pas à imaginer maintenant, parce que c'est tellement long préparer un scheme. Genre, tu as une idée, OK, est-ce que ça fonctionne? Là, est-ce que le programme fit? Est-ce que tu vas pouvoir juste presque parler à l'ordinateur? Hey, j'ai peut-être cette idée-là. Peux-tu, fais-moi 5 versions, l'ordinateur va le faire. Mais je pense que ça va être encore toi qui va être, j'espère, qui va être en contrôle de l'ordinateur. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Donc, je vous inviterai à poursuivre la discussion autour d'un vin d'honneur juste ici à côté. Donc, encore une dernière fois, une bonne main d'applaudissements pour M. Place. Merci.